Hello! Bienvenue pour une nouvelle mise au point qui, j'espère, ne prendra pas trop de temps. Je vais y aller un petit peu en mode détente pour celui-là et pas faire trop de montage. Parce que oui, je reviens de vacances là. Hein, j'ai eu une semaine de vacances assez cool, sans internet, et il faut que je sorte cette vidéo. J'ai pas envie de trop me prendre le chou avec ça, étant donné qu'il va falloir que je rattrape un petit peu le retard que j'ai eu. Et donc, ouais, ce mois qui vient de passer a été assez riche, vu que j'ai fait 4 vidéos Disney Phil, dont certaines sur lesquelles je vais revenir un petit peu en détail, et une vidéo Disney Phil HS qui a fait un peu parler d'elle. Et surtout, c'était le mois des 10 000 abonnés. Et ouais, j'ai atteint les 10 000 abonnés, c'était extraordinaire. Ça m'a fait plaisir, hein. Je m'attendais à ce que ça vienne, évidemment, mais je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi vite. Et quand j'ai dit aussi vite dans ma vidéo pour fêter les 10 000 abonnés, je voulais dire aussi vite par rapport au rythme auquel j'étais habitué. C'est-à-dire que ça a augmenté petit à petit, hein, mon nombre d'abonnés. Hein. C'était cool, mais c'était genre 8-10 par jour. Déjà super, hein. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se permettre ça, hein. Ils peuvent pas se vanter de ça, mais ouais, c'était à un rythme assez faible, mais quand même soutenu, qui restait constant. Mais à la sortie de ma vidéo, mon top 10 sur les princesses Disney négligées, j'ai rajouté pas mal de monde parce que c'est un sujet qui attire les gens apparemment. Et ça a gonflé beaucoup plus rapidement qu'avant et tout d'un coup il y a eu des gens qui venaient par centaines tous les jours presque. Il y avait 80-100 personnes maintenant qui s'abonnaient par jour à ma chaîne, et donc ça a gonflé beaucoup plus vite que ce à quoi je m'attendais, ce qui fait que oui, les 10 000 abonnés, on les a atteints beaucoup plus vite que prévu. Je m'attendais à la limite à fêter ça pour la fin de l'année, quoi. Et ouais, c'est venu, clac, rapidement comme ça. Donc j'étais très content de faire ça. J'ai dû faire ce que j'avais promis un petit peu à ce niveau-là, un making-of, sachant que je savais très bien que j'allais pas montrer grand-chose. Un making-of, pour moi, c'était pas non plus super poussé, puisque c'est juste 2 pièces et je fais des trucs basiques, hein, c'est-à-dire visionnage, écriture, tournage, montage. Il n'y a pas de grands secrets autour de ça. Mais voilà, c'était quand même sympa à faire, j'espère que ça vous a plu, j'ai eu pas mal de messages super sympathiques, merci énormément à ceux qui me suivent, que ce soit depuis le début ou même que ce soit très récemment. Si c'est ma vidéo sur le top 10 des princesses Disney qui vous a ameuté et que ça vous a intéressé de voir cette mise au point, eh ben, bienvenue, merci beaucoup. En tout cas, ouais, c'est les 10 000 abonnés, c'était assez sympa à voir. Ça a aussi été un léger problème ce mois d'août, puisqu'il y a eu un petit souci de l'organisation Tipeee. Alors, l'organisation Tipeee, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je reçois la majorité de mon paiement sur Tipeee grâce aux dons qu'on fait et des contreparties que je donne. Hein. La contrepartie la plus populaire, c'est la contrepartie sur le Disney Phil HS. Disney Phil HS qui est très convoité puisqu'il est demandé à peu près autour de minuit 10 le premier du mois. Donc, ça, on se rue pour l'avoir, hein, celui-là. Et le mois d'août, il y a eu un petit blocage par rapport à ça, assez inexpliqué, pour l'instant en tout cas, parce qu'il était bloqué direct. Hein, personne n'a pu le prendre, et je me suis dit que ça venait du fait que j'avais un généreux donateur qui faisait un don de supérieur à 40 € par mois. C'est super, hein, merci à lui, et ça a automatiquement pris la contrepartie pour ça. Et donc ça pouvait poser problème, mais je me suis rendu compte que non, ça vient pas de ça, c'était autre chose, puisque pour ce mois de septembre, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a demandé, et ça n'a pas été bloqué sur ça, alors qu'il a continué son don mensuel, le gars. Hein, que je remercie énormément, hein, Quasimodo, merci énormément. Et donc, ouais, c'était un peu particulier, puisque à un moment donné du mois d'août, ça s'est libéré, cette case Disney Phil HS, mais j'avais terminé de faire la vidéo pour Quasimodo. Donc ouais, je pouvais pas faire 2 Disney Phil HS le même mois, c'était un petit peu trop tard, surtout quand on me le demande à 1 semaine et demie de la fin du mois, un peu de temps avant que je parte en vacances, c'était très mal barré pour que je le fasse pour cette fin de mois, et apparemment ça s'est réglé un peu par rapport à ça, et ça me force un petit peu à faire ce que je voulais pas faire de base, c'est-à-dire reporter le Disney Phil HS
pour le mois d'après. C'est-à-dire, vous me le demandez en septembre, la personne qui me l'a demandé en septembre, eh ben, elle va avoir pour le mois d'octobre, fin octobre, parce que oui, il va falloir que je fasse le Disney VHS qu'on m'a demandé le mois d'août. Voilà, hein, donc voilà, il y a un report qui se fait, et maintenant, quand on me demandera Disney VHS, vous l'aurez seulement un mois plus tard que ce qui était fait d'habitude. Voilà, vous devrez être un petit peu plus patient. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu. J'étais vraiment en mode je vous fais confiance. Il y a une relation de confiance entre nous et personne m'a jamais grugé à ce niveau-là. À chaque fois qu'on m'a payé pour un Disney VHS, même quand j'avais fini de le faire, etc., la personne s'est pas rétractée à la fin pour pas me payer les 40 €. Et pareil pour les top retours personnalisés. Personne s'est rétracté pour retirer les 25 €. C'est très cool, quoi, cette relation de confiance qu'il y a entre moi et mes tipeurs, et je voulais garder ça. Et c'est un peu dommage de partir là-dessus parce que ça donne l'impression que j'attends à ce que l'argent arrive pour être sûr de l'avoir et de vous faire votre vidéo. C'est pas du tout ce que je voulais faire transparaître, mais ça va être comme ça parce qu'il y a eu un décalage qui s'est fait à cause d'un petit bug, voilà, qui j'espère ne se reproduira plus. Mais bon, maintenant, étant donné qu'on aura un mois d'avance pour ça, quoi, le bug, s'il y a un blocage et que ça se débloque et que quelqu'un prend vraiment pour de bon l'option, bah ça sera pas grave, quoi. Ça pourra se faire quand même, et étant donné qu'il y aura un mois de latence. Donc, ouais, ce petit changement-là, maintenant, dans les contreparties Tipeee, pour ceux que ça intéresse. Maintenant, quand on me demande le Disney VHS, bah, ce sera pas pour le mois en cours, ce sera pour le mois après. Vous l'aurez, mais juste un peu plus en retard que d'habitude. Voilà, maintenant que c'est dit, on va parler un petit peu des films que j'ai traités ce mois-ci, en revenant pour commencer sur Disney Princess Viti Rave. Ah, ce titre est naze. Alors, c'est un film dont j'avais entendu parler à quelques reprises, comme quoi il y avait eu une suite donnée à Aurore, surtout. Hein. Autant le segment autour de Jasmine, on en parle à peine, mais le segment autour de Ron, on en parle pas mal, puisque c'est plus ou moins la seule suite qu'on a eue à La Belle au Bois dormant. Bah maintenant, on va pas tarder à en avoir une autre avec Maléfique 2, mais voilà, c'est tout ce qu'on a eu pour un petit moment, et il fallait que je vois ça à un moment donné, quoi. On suit les histoires de princesses, et donc je me lance là-dedans, et je m'attendais à ce que ce soit pas fameux, ce soit très gamin et puéril, et gnangnan, et c'était totalement ça. C'est le genre de film qui est sympa à traiter de temps en temps, parce que c'est une cible facile pour chier dessus. C'est comme Cendrillon 2, vous savez, c'est des cibles tellement faciles à démolir, et que c'en est marrant, vous voyez, hein, t'as pas vraiment de rancœur contre ces films-là, t'as juste envie de les défoncer gentiment, en disant « Ah, c'est de la merde, ça c'est trop marrant parce que c'est de la merde », voilà, si vous voyez ce que je veux dire, donc... C'est sympa d'avoir ce genre de petits trucs à faire, donc je suis content d'avoir pris ça, c'était une bonne opportunité. J'ai eu énormément de remarques sympathiques pour ce film. Il y a quelques personnes qui trouvent que c'est sympa. Tant mieux pour vous, hein. Il y a quelques personnes qui trouvent que Cendrillon 2 c'est sympa, tant mieux pour vous aussi, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise. Un peu trop gnangnan, un peu trop gamin pour moi sur le principe, hein. Un peu trop con, mais bon, hein, si c'est votre truc, je trouve qu'il y a pire quand même dans l'absolu. Mais bon, j'ai eu des remarques un petit peu répétitives concernant le fait que, à un moment donné, lorsque Jasmine parle, notre nouvelle voiture du désert, le tout nouveau chameau, alors que c'est un dromadaire, il n'a qu'une bosse. Et il y a 15 personnes qui ont écrit ça en commentaire, qui n'ont pas fait gaffe au fait que ça a été dit. Bon, c'est pas comme si on me reprenait sur un truc, sur une erreur que j'ai faite moi, donc ça va pas autant interpellé que d'autres fois quand ça arrive lieu, mais ouais, ça nous a bien marqué ça. Le cœur, tout nouveau chameau, c'est pas un chameau, c'est un dromadaire, merde. Alors, pour défendre un tout petit peu le film, la VF surtout, je sais même pas ce qui est dit en VO, je me souviens plus, je pense que c'est en référence à une réplique du génie dans le film Aladdin, c'est-à-dire lorsqu'il transforme Abu, quoi de mieux pour vous transporter qu'un tout nouveau chameau, et il le transforme en chameau Abu. Et donc ouais quoi, je pense que c'était pour faire une petite réminiscence à ça que on le fait dire à Jasmine tout nouveau chameau quoi.
Mais bon, ça reste une erreur et tout, c'est stupide. Je suis totalement d'accord, j'arrive pas à croire que je m'étende aussi longtemps sur un détail à coup comme ça, mais apparemment énormément de gens ont voulu s'étendre à fond là-dessus. Donc voilà, c'est dit. Oui, c'est une autre erreur du film que j'ai pas pointée, c'est pas non plus gravissime. Hein. Je n'arrête pas de me tromper sur les animaux, alors quand un film fait ça, je vais pas non plus trop... je vais pas non plus trop le voir de haut. Sinon, ouais, il y a une ou deux personnes qui a dit, ouais, tu sais qu'il y a d'autres suites type Disney Princess qui ont été faites. Oui, il y a eu d'autres compiles Disney Princess, seulement toutes ces compiles-là, ce sont juste des reprises d'épisodes de séries. Et donc vous pouvez être sûr qu'on voit à fond du Ariel et du Jasmine, puisque la série La Petite Sirène et la série Aladdin sont dedans. Mais oui, il y a énormément de princesses qui n'ont pas droit à ça, quoi. À Mulan, elle a droit à que dalle. Elle n'a pas d'épisode spécial sur elle ou quoi que ce soit. Non, 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 elle a rien. C'est pareil pour d'autres choses, quoi. D'autres personnages de princesses qui, elles non plus, n'ont pas de suite, de petites histoires comme ça. Et honnêtement, tant pis, c'est pas plus mal hein, pour ce que ça valait. Après, ça aurait fourni, je pense, s'ils avaient continué sur cette voie, ça aurait fourni de bonnes cibles à défoncer, quoi, en critique. Bon, tant pis pour ça. Sinon, ça m'a un petit peu lancé sur le segment suivant, c'est-à-dire le top 10 des princesses Disney négligées, donc celui qui a meuté le plus de monde. Ça fait très longtemps qu'une vidéo avait pas autant ameuté de vues en si peu de temps. On a dépassé les 25 000, il me semble. Et ouais. Est-ce que c'est parti pour être le nouveau top 10 des théories Disney discutables? Ça me ferait plaisir, hein. Parce que ouais, quand on remarque ça, quand on regarde bien un petit peu mes vidéos, mon Disney Fil 35 sur les théories discutables, c'est très très loin au-dessus quoi en termes de vues quoi. C'est la vidéo regardée quoi. Là si ça se trouve celle-là va l'attraper peut-être. En tout cas ouais, cette vidéo-là, elle m'a été inspirée. Et croyez-le ou non, en regardant au fur et à mesure de nouvelles séries, de nouveaux films, de nouveaux trucs dérivés que je connaissais pas trop avant et qui m'ont fait dire ouais ça serait pas mal comme princesse Disney ça en termes de morale, en termes de ce que ça représente. Et c'était plutôt cool à envisager en ce qui me concerne. Ce côté, regardez, on a toutes ces princesses, cette espèce de gamme qui est clairement là pour rapporter du fric hein, en premier lieu. Ça essaye quand même de représenter des valeurs morales. Ce serait cool de mettre en place d'autres princesses Disney qui sont moins connues, qui sont moins mises en avant, qui auraient parfaitement pu représenter ces morales, auraient pu apporter quelque chose. Et c'est un petit peu le concept, le principe de cette vidéo. Ça m'a été inspiré très principalement par Mira Nova. Voilà quoi, c'est peu de temps après avoir fait la critique de la série, je me suis dit tiens, après avoir réfléchi un petit peu aux princesses Disney, je sais pas trop, en allant sur un site où ça m'est tombé dessus comme ça. Ouais, Mira Nova c'est une princesse techniquement et elle représente énormément de valeur. Je trouve qu'en termes de représentation éthique, elle vaudrait quelque chose de très fort là-dedans. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il y a d'autres héroïnes Disney qui ont un statut qui peut se rapprocher de la princesse, qui peuvent valoir le coup par rapport à ça, et que ça m'a donné l'idée de faire cette liste. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très populaire de faire ça. Voilà, mais bon, ça m'est venu comme ça, indépendamment du reste. Mais bon, c'était qu'un truc populaire, hein, ça parlait aux gens. Et ouais, pour parler un peu en détail de ça, j'aimerais quand même préciser comment j'ai décidé de l'ordre d'importance de ce top 10. Parce qu'on est bien d'accord que j'ai beau bien apprécier Mira Nova, il y a pas mal de personnages de princesse Disney de cette liste que je lui préfère quand même. En termes de personnages purement et simplement. Pourtant, je l'ai mise en premier, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas ordonné cette liste par rapport à mon ordre de préférence personnelle pour le personnage, mais par rapport à ce que je pense, selon moi, hein, elle apporterait cette princesse Disney à la gamme quoi, en termes de valeur morale, en termes de nouveauté, d'originalité. Et c'est un petit peu sur ça que ça s'est reposé, c'est-à-dire quel personnage apporterait quoi comme originalité, comme valeur morale en plus, comme bonne représentation. Et c'est ce qui a fait décider que Mira Nova est numéro 1 et que
et que Vanellope est numéro 3 en grande partie parce que c'est une fille de jeune âge qui a donc un comportement très à part et donc qui apporterait beaucoup de diversité, une vraie diversité à la gamme si vraiment on faisait ça. Et à nouveau quoi, c'est dans l'approche généreuse de voir ce groupe de princesses comme une espèce de groupe moral qui peut faire véhiculer des valeurs, des bonnes valeurs aux personnes que ça veut influencer. En dehors de acheter nos trucs, nous sommes Disney, nous devons tout posséder. En dehors de ça, voilà, c'était le principe. Bon, j'ai pas eu particulièrement de remarques à m'avoir interpellé en dehors de ça, à part énormément de commentaires sur Star Butterfly. Voilà, Star Butterfly, il faut bien savoir que je me suis lancé rapidement dans les premiers épisodes pour me faire une idée de ce que vaut cette série, parce qu'il me manquait une place pour cette liste. Je me faisais le topo de ce que j'avais en termes de princesse Disney potentielle qui valait vraiment le coup, et au bout du compte, je finissais par tomber à court. Et il y a des gens qui ont proposé par exemple dans un commentaire les princesses Disney de Mulan, là vous savez les princesses, les filles de l'empereur, je veux dire ouais, elles sont sympas, qu'est-ce qu'elles représentent en termes de valeur morale ou quoi que ce soit, qu'elles apportent particulièrement, pas grand chose pour moi quoi, elles sont sympas sans plus quoi, c'est ça. Et je voulais vraiment quelque chose, des personnages qui apportent un peu quelque chose, qui ont quelque chose d'intéressant à commenter, et pas juste ah elles sont sympas comme personnages. Voilà, ce que ça apporte, rien. Donc, c'est ça qui m'a un petit peu incité à regarder Star Butterfly et me faire une idée de ce que vaut la princesse Star. Et je vous cache pas que, ouais, pour l'instant, les 3 premiers épisodes, je me suis contenté des 3 premiers épisodes parce que il y a de fortes chances, hein, c'est une possibilité que je traite ça en réaction à chaud par la suite. Donc ouais, à partir de l'épisode 4, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Et ouais, il y a du potentiel qui peut promettre de la part de Star Butterfly, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Mais il y a énormément de gens qui, apparemment, semblent se ranger un peu de mon avis parmi les fans de Star Butterfly, comme quoi, oui, le début est pas génial. À partir de la fin de la saison 1, ça commence à être quelque chose d'assez bon, mais... pour l'instant, c'est un gros délire pas super intéressant. En tout cas, beaucoup de commentaires disent ça à peu près. Et à partir de la saison 2, ça devient génial. Vraiment. Donc ouais, ça laisse présager le meilleur pour la suite. Donc ça donne un petit peu espoir dans ce que ça pourrait être après. Parce que c'est vrai, je vous cache pas, les 3 premiers épisodes, mais ça donne pas une première impression géniale. Après, les 3 premiers épisodes, ça veut pas dire, ça représente pas l'intégralité de la qualité de la série. Je suis pleinement conscient de ça. D'ailleurs, je l'ai dit moi-même, quoi. Il faudra voir un petit peu ce que vaut Star Butterfly en voyant toute la série, évidemment. Ce que je compte me faire à un moment donné, que ce soit en réac ou moi-même à part. Hein. Ça sera à décider dans pas très longtemps. D'ailleurs, oui, j'avais pas parlé, mais je voulais en parler rapidement. Puisqu'on en parle de réac. Oui, si, je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément foufou du choix que j'ai fait de Game of Thrones. Je sais, il y a des gens qui disent ouais c'est pas mon truc, j'ai pas envie de suivre ça et j'attends la suite. Eh ben rassurez-vous, ça va pas tarder à arriver. Il reste plus qu'une saison à traiter, elle sera assez courte et je vous promets que vendredi de la semaine prochaine, on traitera le dernier épisode en live, donc vendredi à 17h ou à 20h, je sais pas, je verrai un petit peu ce qui m'arrange le plus. Après on fera la vidéo bilan et on passera à une autre série animée plus courte qui j'espère vous parlera, etc. Donc ouais, ça va pas tarder à se conclure ça, hein, pour ceux qui n'ont pas été pris là-dedans. Et ouais, Star Butterfly risque très certainement, ça c'est une possibilité assez forte de futures réac pas très tardive je pense. En tout cas, ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce top 10. Je suis plutôt content des arguments que j'ai donnés. Ça a su bien plaire aux gens. Hein. Quand je fais un truc positif, ça plaît aux gens, donc c'est cool. Donc, ce qui a un petit peu moins plu aux gens, ça a été la critique des nouveaux héros, qui était un peu mitigée parce que... Ouais. Alors, les nouveaux héros, pour moi, c'est un peu comme Dragon. Alors je sais que je me suis un peu énervé sur Dragon, dans le sens où enfin, je trouve que son espèce de...
de culte qu'on lui voue, hein, dès le premier film est un peu exagéré pour ce que ça vaut, parce que pour moi c'est ultra classique, beaucoup de clichés, beaucoup de trucs déjà vus. Je vois pas ce que ça a de si exceptionnel ce film. Et ben c'est un peu pareil avec les nouveaux héros. D'ailleurs, si vous voulez savoir, je donnerai à peu près la même note à Dragon, premier du nom, c'est-à-dire 13 sur 20. C'est-à-dire très bien exécuté, vraiment réalisé aux petits oignons, tout ça, des idées pas ouf. Et je veux dire, ouais, c'est ultra classique de chez classique pour moi ce film, hein. J'ai quasiment rien à redire. À part que, ouais, tout ça c'est du déjà vu, mise en scène prévisible, et même les trucs qu'on a voulu me défendre comme le deuil, il y a un thème du deuil qui est présent, je veux dire, ouais, j'ai vu ça des tonnes de fois, hein. Même pas dans les films de super-héros, genre, tu perds quelqu'un tôt, tu dois apprendre à faire le deuil et à passer à autre chose, déjà vu ça des tas de fois, il n'y a rien de grandement original par rapport à ça. Pareil, hein, qu'on fasse un parallèle entre le héros et le méchant, qui ont un peu le même problème de deuil, mais qui ne le vivent pas de la même façon, et qui doivent comprendre que la vengeance, ça doit pas être ça. Wow, j'ai jamais vu, hein. Alors, il y a un truc que je trouve plutôt marrant par rapport à ça, c'est que ça devient tellement cliché le concept de la vengeance n'est pas la solution que au bout d'un moment, ce qui est devenu cliché, c'est l'effet inverse, c'est le fait qu'on satirise ça, c'est-à-dire ah, il y a quelqu'un qui doit pas se venger mais il se venge en disant ah, la vengeance ne résout rien, mais ça fait plaisir sur le coup quand même. C'est genre, j'ai dû voir 6 ou 7 films comme ça, et j'ai pas vu voir tous les films qui ont fait ça, qui prennent ce cliché à l'envers presque, en disant ouais, la vengeance ne solutionne pas tout, mais ça fait plaisir. C'est vous dire à quel point c'est cliché ça, à tel point que même la satire du cliché devient un cliché. Bon, c'est le détail. Sinon, comme je l'ai dit, oui, la relation entre Hiro et Baymax est très jolie. Voilà, c'est le truc qui empêche ce film d'avoir un 11,5 sur 20, quoi. Sinon, ça aurait été juste un film correct, où tout se suit de façon acceptable, hein, bien réalisé et tout, bien mis en scène, mais... Voilà, il y a ce truc particulier entre Baymax et Hiro, où Baymax est un robot qui n'a pas des sentiments, c'est vraiment très particulier, j'ai trouvé ça très original, cette partie-là. Seulement cette partie-là, le reste... Je veux dire, même les trucs sur lesquels je me suis plaint, je trouve pas que ce soit horrible ou quoi que ce soit. Je veux dire, le fait que, comme par hasard, ils arrivent à créer des trucs dans leur coin ultra technologiques avec un budget de merde, ok. Le fait que, comme par hasard, il y a un de nos gars qui soit richissime, ok. Cliché basique. Le seul cliché à m'avoir vraiment énervé un petit peu, c'est celui sur le fait que les autorités doivent servir à rien. Et qu'on force ça. Ça c'est un de mes pires clichés du cinéma pour moi, donc c'est pour ça que j'ai... Mais ouais, et globalement, même dans les clichés, même dans ce que j'ai à reprocher, c'est très classique des films de super-héros, ce qui fait qu'ils se démarquent pas beaucoup. Cela étant, si c'est genre un de vos tout premiers films de super-héros que vous regardez, ben ça vous met bien dans le bain sur les ficelles du genre, ce genre de choses que ça dépeint, etc. Et je peux comprendre que vous soyez pris là-dedans si vous n'êtes pas un grand aficionados des films de super-héros et que ce soit vos tout premiers. À ce niveau-là, je peux comprendre que vous adoriez ce film. Pour ma part, je peux pas l'adorer particulièrement, même si je trouve pas que ce soit mal fait du tout. C'est un film bien sans plus, mais je peux pas l'adorer parce que... À part la relation Hiro-Baymax, je vois absolument rien, mais rien de particulièrement créatif dans les idées. Ouais. Et c'est pire dans la série qui suit, c'est-à-dire Baymax et les nouveaux héros, relativement peu connus, et je comprends un peu pourquoi. Je pense qu'elle n'a pas connu un immense succès aux États-Unis, même s'il a été suffisant pour générer une suite, une saison 2. Que je compte pas particulièrement voir. Je vous cache pas, la saison 1 m'a suffi. Et honnêtement, vu la popularité qu'il a en France, j'ai peur que ce soit même pas traduit en français presque. Hein. Je veux dire, je ne trouve pas une seule trace des épisodes de fin en français. Hein. Nulle part. J'ai réussi à les trouver en VO, c'est cool, hein, ça fait plaisir, mais pas trouvé en français, hein, pas trouvé en VF. Et ouais,
Enfin, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette série, quoi. C'est le genre de série qui sait qu'il doit cibler un public un peu gamin, un peu nunuche, et donc on favorise les gags en faveur de l'histoire. Et c'est du sous-gag par rapport à ceux qu'il y avait dans le film. Et c'est 60% de la série, 60-70% de la série. Pas mon truc du tout, ça, hein. Et si encore c'était des bons gags, c'est pas le cas, c'est pas des bons gags, donc... Yeah. Ça me passe par-dessus la tête, et ouais, au bout du compte, c'est même frustrant, c'est irritant de suivre ça quand ça n'ose pas raconter quelque chose de fort, du début à la fin. Il y a quelques soubresauts de moments un peu forts, émotionnels, qui valent un peu le coup. En dehors de ça, c'est pas grand-chose, hein. Ce qui nous amène au Disney VHS de ce mois-ci, les Rois de la Glisse. Beaucoup de gens connaissent pas, c'est un film qui a été assez vite oublié. Il a connu son petit succès à l'époque, quand il est sorti, parce que c'était la période sur les films animés autour de Manchot. C'était son truc à fond, je sais pas pourquoi, mais bon... C'était ça. Et ouais, quoi, il a eu son petit succès, il a fait un peu parler de lui, mais après il a été vite oublié. Pas grand chose à dire là-dessus. C'est un film très plat. Je veux dire, je trouve pas que l'humour soit le pire qui soit. Il est médiocre, mais j'ai vu largement pire en termes d'humour, je vous cache pas. L'histoire est basique, etc. Et en gros, la seule chose qui m'empêche d'oublier ça quasiment direct, c'est le fait que j'ai fait une critique au détail. C'est-à-dire que j'ai dû me forcer à voir le film au détail, relever les trucs qui sont importants pour moi, monter tout ça, etc. Donc c'est vrai que ça permet d'ancrer le film dans votre tête, hein. Mais je pense que même avec ça, je l'oublierai assez vite, ce film. Parce que y a pas grand-chose de très notable là-dedans. C'est juste cliché, mais sans saveur. Je me souviens l'avoir vu donc à sa sortie, et je l'ai oublié genre la semaine d'après, hein, carrément. J'ai quasiment tout oublié la semaine d'après. Quand je me suis revu ce film pour en faire la critique, c'était quasiment une toute nouvelle découverte pour moi, j'avais quasiment aucun souvenir des points du film. Et je suis sûr de l'avoir vu, hein. Je me souviens quand même des doubleurs et de certains détails, mais... Ah, vraiment, c'est un film tellement pas mémorable pour moi, tellement pas mémorable. Et ce qui m'amène à quelques remarques que j'ai eues par rapport à Happy Feet. Parce que j'ai fait une petite remarque sur le fait qu'ils aient fait une petite remarque sur Happy Feet dans ce film sorti 1 an plus tard. Et... ouais, ça semblait un petit peu se moquer, je sais pas si c'est plutôt gentiment ou plutôt méchamment, de Happy Feet, où on suivait des pingouins qui chantaient, et un pingouin qui était un petit peu à part du lot et qui dansait, lui, c'était son truc de danser. Alors, ouais, ça n'a pas forcément été perçu aussi clairement que ce que je pensais, mais ouais, je ne déteste pas Happy Feet, au cas où ce soit pas super clair. Si je fais cette remarque par rapport à Happy Feet, c'est que, ouais, les Rois de la Glisse à aucun droit se situer au-dessus de ce film à un quelconque niveau. Peut-être en termes de mise en scène par rapport au concept de télé-réalité, on filme un petit peu ces personnages au fur et à mesure. Ça, c'est le seul truc qui le démarque, mais sinon, il n'a rien à se vanter en comparaison à Happy Feet pour moi. En tout cas... ouais, je trouve pas que Happy Feet soit un mauvais film, je le trouve pas trop mal. Ouais, c'est pas un film que je trouve génial non plus, hein. Je veux dire, le début est très... bateau. Voilà, hein, c'est comme les Rois de la Glisse, c'est-à-dire déjà vu, très cliché. Ah, je suis à part de la communauté, je fais mon truc à moi et je suis pas accepté, je vais devoir me faire accepter pour ça, jamais vu. Seulement là, c'est pas aussi grossièrement appuyé, il n'y a pas de gag ultra naze autour de ça, et il y a une conclusion de fin qui est peut-être un peu naïve. Je reconnais par rapport à ça, mais assez inattendu et qui veut envoyer un message. Déjà, le message comme quoi il faut savoir se faire accepter malgré ses différences et que ça peut apporter quelque chose hein, par rapport à notre personnage principal, mais aussi un message écolo très évident. Si vous n'avez pas suivi le film, vous voyez peut-être pas de quoi ça parle, mais si vous avez suivi le film, si vous n'avez pas vu ce message écolo, vous êtes aveugle et sourd, parce que vraiment, c'est
tellement évident. Voilà, et c'est un peu naïf. Je reconnais que c'est un peu naïf, mais c'est assez efficace et ça réussit à me toucher émotionnellement. Donc voilà, ça rehausse un peu le niveau cette fin. Ce qui fait que je trouve le film pas trop mal. Voilà, hein, c'est pas un grand film, mais ça vaut un peu le coup d'œil une fois, je pense. À titre personnel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Happy Feet concernant les rois de la glisse. Ben, tout a été assez clair, je pense, dans ma critique. Beaucoup de gens ont plus ou moins découvert ou redécouvert ce film. Genre, ah oui, ça existait, ça. Ah. Ça m'a permis de tacler la théorie sur la Reine des Neiges et Tarzan, parce que voilà, Chris Buck avait fait une interview où il confirmait ça. J'ai fait un Disneyphile spécial pour contredire un petit peu cet argument-là, pour ceux qui ne connaissent pas, donc j'essaierai de mettre le lien si j'y pense. Ouais, quoi, on sent clairement que Chris Buck, quand il avait fait ça, c'était pour se marrer, que c'était un petit délire qu'il avait comme ça. Ouais, on peut penser ça comme ça. Et dans ma tête aussi, je me vois bien les personnages des rois de la glisse être à l'autre côté de cette île. Parce que ça serait super cool d'avoir tous mes personnages qui soient liés là à des films que j'ai fait. C'est un petit délire perso dans sa tête. J'ai aucun problème avec ça. Le problème que j'ai, c'est la réaction des gens comme quoi oh, on a confirmé notre théorie, c'est trop génial. Maintenant, vous pouvez plus rien dire, c'est vrai. Alors que non, c'est un petit délire de Chris Buck qui ne représente pas Disney au passage, merde. Et qui ne représente pas le film en entier parce qu'il l'a juste co-réalisé, quoi. C'est pas le seul créatif derrière. Donc, ça me gonfle toujours un petit peu qu'on n'arrête pas de me rétorquer. Encore maintenant, hein, il y a quoi, quelques semaines de ça, il y a quelqu'un qui est revenu sur ma vidéo des top 10 des théories discutables pour me dire hey, tu sais que Disney a validé la théorie, hein, comme quoi Tarzan est le frère d'Elsa et d'Anna. Non, Disney n'a rien validé du tout, connard. Renseigne-toi un peu s'il te plaît. D'ailleurs, il y a un commentaire que j'ai trouvé très sympathique d'une personne qui a dit ouais, il a démenti cette théorie Chris Buck à un moment donné, faut arrêter. Par contre, ouais, les fans ils s'en foutent, hein. Tous, ils retiennent juste ce qui les arrange. Et ce qui les arrange, c'est que Chris Buck a dit ouais, on peut, c'est vrai. Il y a les parents d'Elsa et d'Anna ont survécu, ils ont eu un enfant qui s'appelle Tarzan. Sans aller plus loin que ça, sans voir si oui ou non il était sérieux, etc. Non, ils s'en foutent. C'est ça qui m'énerve un petit peu, quoi. Et à nouveau, si vous avez envie d'y croire, tant mieux pour vous, mais arrêtez de faire comme si ça pouvait être confirmé ou vraiment réel, quoi. Réfléchissez un petit peu à comment fonctionnent nos univers, les différentes époques, les différents endroits, et osez me dire que ça a une quelconque logique. Ça n'a aucun sens, ça ne peut pas se lier ces deux univers. Si vous voulez fantasmer là-dessus, très bien, vous pouvez fantasmer sur le fait que la planète au trésor et Lilo et Stitch se passent au même moment, si vous le souhaitez, hein. Ça peut marcher aussi. Comme quelqu'un qui avait fait une théorie comme quoi le père de... Ah punaise, ça me fait tellement marrer, ça. Le père de Jim serait en réalité David dans Lilo et Stitch. Le père de Jim Hawkins dans la planète au trésor serait en fait David de Lilo et Stitch. Ça me fait tellement marrer ça, tellement c'est con. Mais voilà, si ça vous fait plaisir de fantasmer là-dessus, mais fantasmer là-dessus, seulement arrêtez de montrer votre fantasme comme une théorie légitime. C'est pas une théorie, c'est un fantasme. Voilà, vous pouvez fantasmer sur ce que vous voulez, c'est pas un problème. Arrêtez de faire comme si on a la légitimité alors que c'est faux. C'est le seul problème que j'ai autour de cette théorie. Vous pouvez croire ce que vous voulez dans l'absolu, hein, ça change rien. Voilà, oui, j'ai terminé. C'était long, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long que ça. Mais voilà, voilà le topo sur les films en question, ce que j'avais envie de faire. Et ouais, comme je l'ai dit, je vais pas faire de grands sujets pour cette mise au point parce que je suis claqué, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire quelque chose de compliqué. Alors, on va parler rapidement de deux petites remarques que j'ai eues assez régulièrement. Déjà une concernant un petit peu les nouveaux héros et qu'on l'a faite à 2-3 reprises.
par rapport au fait que je suis souvent un peu trop dur sur ce que signifie tel ou tel truc, que si tu vois ça comme ça, ce que signifie telle ou telle chose, ça a une certaine force, comment oses-tu ne pas voir ça, etc. Et très souvent, c'est pas que je vois pas les idées, c'est que elles me frappent pas autant que vous, tout simplement. Hein, le roi et l'oiseau, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que si mais le roi et l'oiseau, je vois une bonne partie des idées qu'on m'a pointées en commentaire. J'ai pas trouvé que c'était si extraordinaire que ça et si profond que ça, si puissant que ça à expérimenter au sein du film. Après, si pour vous c'est puissant à expérimenter, tant mieux pour vous, mais c'est ça le truc. Et oui, ça montre la différence entre une idée et son exécution. Et bien sûr, comment ça sera perçu? Évidemment, il y a toujours un côté subjectif là-dedans pour moi. Pour moi, les deux exemples les plus frappants à ce niveau-là sont clairement donc Les Nouveaux Héros et Le Roi Lion 2. Voilà, ces deux films dont je veux un peu parler en détail pour pointer ce point-là. J'aime bien me répéter, qui a été évoqué par le fossoyeur de film dans une vidéo sur le principe de Martha, la scène Martha dans Batman vs Superman, et où tout le monde était tellement content qu'il défende cette scène, alors que juste après il a dit ouais l'idée est pas mal, c'est juste que c'est exécuté super mal. C'est ça le problème. Mais l'idée en soi est pas trop mal. Par contre, ouais, les fans du film se disent ah super, il a défendu le film, alors que non, il a dit après que c'était super mal exécuté, quoi. Mais bon, comme vous voulez, hein. Prenez les victoires que vous voulez. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille cette vidéo. Elle expliquera la chose, je pense, mieux que moi. Il est plus doué que moi pour expliquer les principes cinématographiques, hein, je pense, le fossoyeur de film. En tout cas, je vais essayer de donner deux exemples typiques qui montrent que avoir des idées intéressantes et intelligentes et bien les exécuter, ce sont deux choses différentes. Et je préfère dans l'absolu avoir une bonne exécution avec des idées simples qu'une exécution discutable avec des idées bonnes. Parce que ça changera pas le fait que vous débrouillez pas super bien pour raconter votre histoire, en dépit du fait que vous partez de bonnes idées. Alors que même si vous partez d'idées très basique, pas intéressante plus que ça, au moins vous pouvez en faire quelque chose de pas trop mal, hein, de plutôt sympa, en dépit de ça. Dragon et Les Nouveaux Héros sont un exemple parfait de la chose. À nouveau, je trouve ça abusé qu'on dise que Dragon est un film sensationnel alors que ça repose sur énormément de poncifs pour moi, mais bon, c'est pas comme si ces poncifs étaient mal exécutés, c'est pas comme si ces idées étaient mal faites. La mise en scène est totalement acceptable, les interactions entre personnages c'est pas mal foutu non plus, c'est tout à fait acceptable dans le récit. C'est juste que le récit, les idées de base du récit sont du déjà vu. Sont pas super recherchés, je pense, dans le premier film Dragon, hein. Ce qui fait que ouais, c'est un film bien sans plus. Parce que voilà, la bonne réalisation est là, visuellement c'est super frappant et tout, il y a beaucoup de choses bien à dire là-dessus. Mais en termes de scénario, vous n'arriverez pas à me convaincre une seule seconde qu'il y a quelque chose de grandement recherché, hein. Pas une seule seconde. Et c'est pareil pour Les Nouveaux Héros, hein, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que, hey, il n'y a pas de grandes idées très fortes en dehors de la relation Baymax-Hiro. Et c'est malgré tout exécuté très efficacement, hein, que ce soit dans les combats, dans le visuel, dans les couleurs, dans les relations, les interactions entre personnages. C'est fun à suivre, vraiment. Après, j'aurais énormément de mal à juger ça comme un grand film, parce qu'il n'y a pas de grandes idées qui en ressortent à part une seule, mais c'est quand même sympa à regarder, hein. Voilà, et à côté de ça, on a Le Roi Lion 2. Qui est un film qui regorge d'idées très intéressantes, comme le pardon, les conflits après-guerre, comment ça se passe une fois qu'un conflit s'est réglé, et comment on doit gérer des parias, ce genre de choses. Il y a un thème qui est assez fort au sein du film sur le personnage de Kovu qui représente donc le fils de Scar soi-disant, alors que c'est pas son fils réellement et qu'il a même pas pu l'élever ou quoi que ce soit, donc ça représente rien en fait dans l'absolu. C'est un gros problème pour moi, ça aurait pu être le fils de Scar, merde, vraiment, hein, si c'est pour le problème d'inceste, allez vous faire mettre, merde. Donc, voilà, l'idée autour de Kovu est géniale, vraiment.
hein, par rapport au fait que c'est le descendant de Scar qui était une enflure, hein, c'était une grosse enflure Scar, mais il n'a pas à suivre la voie de son père, contrairement à Mufasa qui lui lutte pour suivre la voie de son père. On a deux luttes dans des sens opposés. C'est très intéressant ça. Il y a aussi ce conflit entre deux camps où on est censé avoir un peu de peine pour l'un et c'est très intéressant en termes d'idées, vraiment. Par contre, l'exécution, je suis désolé, je peux pas. Je veux vraiment pas. Parce qu'on insiste trop sur les mauvaises choses, parce que on ne prend pas le temps de bien poser les moments forts, les changements, les développements qu'il y a besoin de faire dans ces cas-là. Ce sont des idées très fortes, et plus fortes sont les idées, plus elles ont besoin de temps et d'attention pour marcher. Et c'est ce qui fait que, je suis désolé, étant donné qu'on donne pas suffisamment de temps et pas la bonne attention aux bonnes choses dans ce film-là pour vraiment bien appuyer les bonnes idées que vous avez, bah ça en fait un film correct sans plus, alors qu'il aurait pu être bien plus que ça. Mais je suis désolé, oui, le développement de Kovu, vous auriez pu faire bien mieux, vous auriez pu mieux mettre en place son dilemme. La résolution de fin, je suis désolé, mais c'est insultant. C'est totalement insultant à la façon dont ça va trop vite. Je suis censé être soulagé de ça. Tout le monde se dit ouais, on a l'occasion de repartir avec les nôtres, avec un discours à la con super rapide et super, tout va bien, tout le monde est content à part une seule personne. Waouh, trop génial! Non, je suis désolé, non. Après une idée aussi forte que vous mettez en place, ça peut pas marcher. Ça peut pas être acceptable, une résolution rapide comme ça. Pour moi, c'est du foutage de gueule. Et voilà, c'est la différence. Entre, je pense, pour moi, quelque chose avec de bonnes idées, mais une exécution discutable, et quelque chose avec pas beaucoup d'idées créatives, mais une exécution très remarquable. Voilà la différence. Ce qui fait que oui, je préfère les nouveaux héros au Roi Lion 2, et je préfère énormément de films qui ont moins d'idées fortes que le Roi Lion 2 au Roi Lion 2, parce qu'ils savent bien exploiter, bien exécuter leurs idées. Et ouais, ce qui fait que le Roi Lion 2 n'est pas aussi génial que énormément de gens le disent pour moi. Voilà, cela dit, je comprends d'où vient l'engouement autour de ce film, parce qu'il a de très bonnes idées. Je sens qu'on est un peu trop coulant dès lors qu'on discerne les bonnes idées dans un film sans chercher à voir leur exploitation, leur développement de ces idées. C'est un peu le truc. Mais voilà, la force d'une idée dépend de son exécution en grande partie pour moi. Et ça jouera un rôle très important dans mon appréciation d'un film quand on veut se reposer sur des idées qui sont fortes. J'ai pas grand chose à dire, c'était très basique, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de m'embêter grandement. Et le deuxième sujet, très rapidement, on va reparler VO, VF, etc. C'est que la troisième ou quatrième fois que je fais ça dans une mise au point, parce qu'il y a une personne qui m'a repris il y a pas très longtemps dans un commentaire sur Rebelle, et ouais, il y avait quelques commentaires un peu du même genre avant. Par rapport à ça, sur le fait que c'est pas très juste de ma part de juger ce film en le jugeant par rapport à sa VF. D'ailleurs, c'est sa VFQ au passage, hein, j'ai pas trouvé la VFF à ce moment-là, c'était une époque particulière. Oui, je vais parler un petit peu de ça, puisqu'il y a aussi le petit problème avec les nouveaux héros. Je vais en parler un petit peu de ce détail-là. Ouais, quoi, c'est injuste de juger ce film par rapport à sa VF, alors que sa VO est mieux. Et ouais, j'imagine que cette personne n'a pas suivi ma vidéo jusqu'au bout, puisque à la fin de ma critique, je conseille davantage la VO à la VF. Parce qu'il y a un cachet particulier avec les accents écossais qu'on donne. Donc ouais, c'est pas rien, je prends un petit peu en compte la VO et la VF. Et ça me permet de revenir un petit peu sur une de mes méthodes d'exécution qui en embêtera peut-être certains, hein. C'est un truc que ne fait pas Durandal par exemple, c'est quelqu'un qui a tendance à toujours juger un film par rapport à sa VO.
Voilà, hein, très souvent, quand il jugera un film, il met les extraits VO, il dit ah, voilà ce que ce film renvoie par rapport à sa VO, par rapport à sa version de base qui est prévue, et pas par rapport aux petites réécritures qui sont faites pour que ça passe lors du redoublage. Ce qui est totalement compréhensible. Hein. Très souvent, surtout lorsqu'on a affaire à un film live action ou en prise de vue réelle si vous préférez, je comprends très bien ça. Moi-même, j'ai plus tendance à préférer la VO à la VF. Mais bon, même quand je préfère la VO à la VF, ce qui arrive relativement souvent quand même, hein, il arrive aussi que je préfère la VF à la VO, et ben, même si je préfère ça, j'aurai toujours ce parti pris de traiter un film par rapport à sa VF, en montrant sa VF, en réagissant par rapport à sa VF, pour deux raisons. D'une part, parce que je n'ai pas envie de trop perdre mon public. Je sais il y a des gens qui ont un peu de mal à suivre la VO parce qu'ils sont trop habitués à la VF, et aussi parce que un truc qui marche lorsqu'on voit un film, lorsqu'on suit une vidéo quelconque, c'est de rester sur une certaine constance, que ce soit en termes de luminosité et surtout de son. Voilà, vous n'aimeriez pas que le volume augmente et baisse et que vous soyez obligé à chaque fois de monter le niveau sonore de votre ordinateur puis le baisser régulièrement pour arriver à suivre la vidéo. Ce serait chiant, hein, c'est super chiant à faire. Et un truc que je trouve important aussi, c'est que c'est plus pratique de faire ça pour les spectateurs, de répondre au tac au tac en VF, moi qui parle français, à des dialogues français. Ça me paraît plus fluide, ça permet de rentrer plus dedans, alors que c'est plus difficile en VO, ça demande un effort supplémentaire, et je sais que ça veut dire peut-être que je traite les spectateurs de feignasses s'ils ont du mal avec ça, mais ouais, le principe d'une vidéo de divertissement, parce que je fais du divertissement, c'est de la critique qui essaye de faire un peu réfléchir, mais quand même, majoritairement du divertissement, hein. Faut pas se leurrer quand même. Le principe, c'est de faciliter la tâche aux gens, c'est pas non plus de leur créer des complications comme ça. Donc, pour moi, c'est un petit peu important de faire ça par rapport à la VF. Et aussi, l'autre point important, c'est que faut pas oublier que je parle à un public français. Et en tant que public français, lorsqu'on va dans les salles de cinéma pour voir un nouveau dessin animé qui sort, faut chercher très loin pour arriver à trouver la version originale, hein. Alors je sais pas, peut-être que par chez vous, vers Paris ou je ne sais quoi, vous arrivez à trouver des salles de cinéma qui arrivent à diffuser des films Disney animés en VO sous-titré. J'en ai pas trouvé une seule chez moi, hein. Bon, alors je suis autour du Puy-de-Dôme, je suis pas dans une petite ville de merde non plus. Il y a énormément de cinéma à proximité, il n'y en a pas un seul qui me donnera l'occasion de voir un film Disney en VO. Il y a pas mal de cinémas qui me permettent de voir pas mal de films en VO, mais c'est quasiment jamais des dessins animés, hein. C'est souvent des films américains, ou italiens, ou japonais, ou espagnols, qui peuvent être diffusés en VO dans certaines salles de cinéma, mais les films Disney en VO, jamais, hein. Alors je sais pas pour vous, mais j'ai pas vu énormément de salles de cinéma qui proposaient ça dans les quelques villes où je me suis un peu renseigné. Et donc ouais, la quasi-totalité des gens qui vont au cinéma, qui découvrent ces films, que ce soit donc au cinéma, à la télé ou sur internet, ils vont les découvrir en VF. C'est un peu le truc, c'est comme ça qu'on nous vend ces films. Hein, c'est comme ça qu'on nous présente ces films. Il y a cette transition qui est faite de la VO à la VF pour nous faire entendre cette VF pour qu'on suive le dessin animé sans sous-titres. Ça, c'est le truc. Et ouais, je veux critiquer ça, moi. Je veux critiquer la version populaire qui est présentée en priorité à la plupart des spectateurs de mon pays. Et donc, c'est-à-dire en français. Voilà. C'est important, je trouve, d'apporter ça, d'apporter cette nuance à la critique, parce que ça montre que je vois ça du point de vue du public français.
Et le public français, ouais, il va voir majoritairement ces films en VF, hein. Ces films Disney animés surtout, en VF, hein. Vous me convaincrez pas du contraire, hein. Il y a peut-être quelques cas exceptionnels qui se contentent d'attendre la sortie du DVD et de montrer seulement la piste VOST. Peut-être. Mais en règle générale, non, hein, la plupart des gens voient la VF. Hein. Et même souvent quand ils téléchargent illégalement la vidéo, c'est souvent la VF qu'ils ont. Je préfère la VFF parce qu'à nouveau c'est mon pays et donc il y a plus d'expressions et d'accents qui parlent plus, quoi. C'est une histoire de culture différente. Ouais, c'est pas pour jeter la pierre sur la VFQ, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pour ça que je préfère faire la VFF à la VFQ, j'en ai déjà parlé. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, je critique la VFF très souvent parce que c'est la version qui parlera le plus à mon public. Ça n'empêche pas de prendre en compte la VO lorsqu'il y en a besoin et de bien pointer lorsqu'il y a une erreur qui est vraiment clairement due à la VF, de bien dire que ça vient de la VF. Vous pouvez voir ça à plusieurs reprises, que ce soit dans Chicken Little, que ce soit dans Les Mondes de Ralph. J'ai dit à plusieurs reprises, j'ai fait 2 vidéos spéciales pour montrer des erreurs de traduction française, que ce soit dans les titres de films, dans les chansons de films Disney. Je fais cette part des choses quand même. Et sachez bien que la quasi-totalité des films que je traite, à part quelques films que j'ai traités en Disney VHS, j'ai découvert la VF et la VO. Je prends la peine de voir les deux, et si vraiment je sens qu'il y a une différence vraiment notable, je dis bien vraiment notable, pas juste quelques petites améliorations ci et là, dans la VF ou dans la VO, s'il y a vraiment une amélioration notable à préciser, je le dis. Voilà, donc j'ai fait ça avec Mulan par exemple, en disant que le doublage de Mushu par Eddie Murphy et par son remplaçant la suite, ben c'est pas génial, ça correspond moyennement au personnage, alors que ça va très bien à José Garcia. J'ai fait ça dans Rebelle en disant bien que je conseille largement la VO qui permet d'avoir un cachet particulier avec tous ces accents écossais. Et dans d'autres cas aussi, hein, dans plusieurs autres cas. Voilà, je précise ça quand vraiment il y a une différenciation importante à faire. Et ouais, je fais gaffe la plupart du temps, à quelques exceptions près, à nouveau, comme je l'ai dit, à la VO en plus de la VF. Très souvent. Il y a énormément de cas comme ça où je précise pas grand chose par rapport à la VO parce que pour moi, quelques exceptions près, ça se vaut à peu près. Hein. C'est pas non plus une grande différence de qualité. Faut dire que je traite majoritairement du Disney et Disney, ils y mettent les moyens dans la localisation. Donc très souvent, il y a un bon choix de casting et c'est pas non affreux. On fait des efforts dans la traduction du texte. Donc il n'y a pas souvent des gros trucs à déplorer dans la transition VO-VF. Voilà, donc je fais cet effort-là. Je continuerai à traiter les films en VF dans mes critiques, sauf si j'ai pas le choix, que je trouve pas la VF, ou qu'elle n'existe pas. Par exemple, il y a un film que Schizofly me fait passer, il faudra que je le regarde à un moment donné, quoi, qui a été donc produit par Disney, mais dans un autre pays, et il n'existe pas en VF, semble-t-il. Apparemment, je dis ça se trouve, il est trouvable, mais je l'ai pas trouvé du tout. Et ouais, celui-là, je le traiterai très certainement par rapport à sa VOST, parce que j'ai pas mieux, je peux pas faire mieux. Mais voilà, sinon ce sera la VF, parce que c'est important pour moi de faire quelque chose qui parle à mon public, vraiment sous tous les apports possibles. Et c'est beaucoup plus, ça passe beaucoup plus fluidement de traiter la VF. Sans oublier quand même qu'il existe une VO, et je vous assure que je fais gaffe à la VO la plupart du temps. J'essaye même, maintenant que j'ai un outil spécial qui me permet d'enregistrer sur mon ordinateur, de prendre la VF de mes DVD quand j'arrive pas à la trouver sur internet, quoi, prendre la VFF, parce que pour moi, oui, je parle plus à un public français de France. Désolé pour les spectateurs qui me suivent, mais oui, vous êtes une minorité, excusez-moi, j'attire le plus grand nombre, bande de païens. Excusez-moi, pardon. Parce que voilà, c'est la version qui parlera le plus à mon public et à moi, parce que je suis français de France. Voilà, et oui, quand j'arrive pas à faire ça, ça m'embête un petit peu, mais je fais avec. Hein, j'ai fait ça donc avec Rebelle, hein, j'ai pas réussi à trouver de VFF, j'ai fait ça avec La Princesse et la Grenouille, et j'ai dû faire ça avec Les Nouveaux Héros parce que mon DVD bloque.
Mon DVD bloque sur mon ordinateur et j'avais pas envie de racheter un DVD des nouveaux héros pour ça. Hein. Il passe encore très bien sur mon lecteur DVD, mais pas sur mon ordinateur. Merde, voilà. Hein. Ah, désolé pour ça, pour ceux que ça gêne. Après, bon, très souvent, la VFQ s'en sort bien à nouveau, c'est Disney. C'est Disney, ils font de la bonne qualité dans leur localisation, même au Québec. Même si on sent qu'il y a un peu moins de budget à 2-3 moments, mais quand même très souvent la localisation est tout à fait acceptable au Québec aussi. En tout cas, oui, pas grand chose de plus à rajouter. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui, j'espère, sera simple au montage. À très bientôt pour la suite des réacs dès demain et pour les Disney Fields de ce mois-ci. Merci, au revoir.